retrouve donc pour ce dernier opus du cours qui consiste à parler de l'analyse fréquentielle des circuits linéaires. Donc c'est le chapitre 4, d'accord. Ce chapitre 4, il va être subdivisé en différentes sections. Et dans un premier temps, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, eh bien, je vous propose de planter un petit peu le décor. Donc, avant le plantage du décor, on va juste découvrir rapidement les différentes sections qui seront rappelées au fur et à mesure du cours. On a une première section sur un petit 1 qui va donner, enfin un grand 1 qui va donner les différentes définitions, à savoir la fonction de transfert, la notion de décibels et ce qu'on appelle une fréquence de coupure et une bande passante. Une deuxième section sur le diagramme de Bode et enfin une troisième section qui aura plus trait à ce qu'on appelle les filtres, le filtrage, sachant que le filtrage en réalité c'est le cœur de ce cours. Pour planter le décor, donc vous voyez, j'ai mis un petit décor là, je me suis fendu d'une d'une petite manip où j'ai utilisé deux ustensiles que vous aimez pas forcément, que vous avez peut-être croisé en TP, à savoir un oscilloscope et un générateur basse fréquence. Donc vous voyez le générateur basse fréquence qui est ici en bas, il y a un petit bouton ici qui permet d'envoyer ce qu'on appelle un GBF, donc un signal basse fréquence. Ici, j'ai choisi un signal sinusoïdal, d'accord. Et puis, ce générateur basse fréquence, je l'ai directement connecté, donc au-dessus à l'oscilloscope. Donc, vous voyez le fil qui est ici et qui vient tout droit du générateur. Et sur l'oscilloscope, eh bien, j'affiche la forme de la courbe sinusoïdale qui est générée par le générateur. Alors, pourquoi je vous affiche ça? En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on représente un signal, en particulier un signal sinusoïdal, mais c'est vrai pour les autres signaux, rappelez-vous le début du cours où je vous explique que tout signal peut être décomposé en une série de sinus et de cosinus. Eh bien, lorsque l'on représente un signal, d'accord, on peut le représenter de deux manières. On peut le représenter en fonction du temps. Donc c'est ce que j'ai dessiné en haut ici, vous voyez, avec la sinusoïde, ou on peut le représenter en fonction de la fréquence. Alors ça, c'est moins courant à vos yeux, parce que souvent on dit une sinusoïde, voilà, dans le temps ça fait comme ça. Mais si on s'intéresse non plus à la forme temporelle, mais plutôt à la fréquence, c'est-à-dire que là, eh bien, on va définir ce qu'on appelle un spectre, d'accord? Le spectre, c'est la représentation fréquentielle du signal. Et quand on a une sinusoïde, donc on a une fréquence, alors dans le spectre, eh bien, on aura un signal relativement faible, et puis au moment où on trouve la fréquence, on aura un pic. D'accord? Donc là, vous voyez, tout ça, ça fait une petite vidéo. Donc là, quand je fais varier la fréquence, j'augmente la fréquence, on voit que ici, on a le spectre avec le déplacement du pic, d'accord, vers les plus hautes fréquences. Donc là, si on regardait l'échelle en bas, au niveau du pic, on aurait la fréquence qui correspond au GBF. Et puis en haut, donc, on a la représentation temporelle, c'est-à-dire la sinusoïde qui se serre ou qui se dessert suivant la fréquence que l'on envoie. Donc vous voyez ici, je suis en calibre 1 kHz. Donc, sur un calibre 1 kHz, ça veut dire que là, j'envoie 70 Hz. Et puis, je vais augmenter jusqu'à, par exemple ici, 1148 Hertz, 1,148 kHz si vous préférez. Donc ici, j'ai un pic, vous voyez, qui va correspondre dans le spectre au pic de 1,148 kHz. Alors on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a plein de petits bigous ici? On devrait normalement avoir quelque chose tout plat. Il y a deux raisons. La première raison, c'est que d'abord le GBF ne fait pas une sinusoïde exacte, parfaite. C'est ce genre de générateur basse fréquence, c'est des générateurs numériques où on n'a pas vraiment une sinusoïde qui est exacte. Donc ça explique qu'on a des toutes petites harmoniques. Et puis plus simplement, le calcul du spectre se fait par ce qu'on appelle une transformée de Fourier. C'est un calcul numérique. Ce calcul numérique, il a des imprécisions, d'accord? Il n'a pas une précision infinie, il n'est pas analogique, il est numérique. Et donc, eh bien, ce calcul engendre aussi des bruits parasites. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que dans le chapitre ici, on va s'intéresser à une représentation non pas en temps, mais en fréquence. D'accord?
Et on va voir que cette représentation fréquentielle, eh bien, elle nous amène à définir différentes choses. Donc, dans la suite du chapitre, en particulier dans cette entame, dans ce plantage de décor, j'ai fait un parallèle avec l'aspect musical parce que c'est quelque chose qui est facile à comprendre et avec du matériel que vous avez souvent croisé, on parle entre autres d'enceintes acoustiques. Et vous verrez que cette approche en termes de fréquence est nettement plus pratique qu'une approche purement temporelle. Donc juste déjà pour fixer les idées, vous voyez, ici je vous ai dessiné le spectre auditif, c'est-à-dire que c'est à peu près toutes les fréquences qu'on est censé pouvoir entendre. Alors bon, je sais, on n'est pas tous égaux devant ce genre de choses. Il y en a qui ont été des fans de concerts de hard et qui naturellement ont déjà plus d'oreilles à partir de 5 ou 6 kilos. Il y en a d'autres au contraire qui ont des oreilles de bébé. Il faut savoir qu'un bébé, ça entend très bas et surtout ça entend jusque très haut. D'accord? Un bébé, ça peut quasiment entendre au-dessus du 17-18 kHz, voire 20 kHz. 20 kHz, c'est la limite hard, entre guillemets, la limite dure. Au-dessus de 20 kHz, plus personne n'entend, puisqu'après c'est les ultrasons d'ailleurs. Mais là, ça ne nous intéresse pas. Donc là, vous voyez, juste pour vous fixer une idée, eh bien, je vais vous faire balayer le spectre complet de 20 Hz, alors un peu moins de 20 Hz, jusqu'à à peu près 16-17 kHz. Vous allez vous rendre compte que, alors la première chose, c'est que le signal qui est envoyé, c'est une amplitude constante. C'est-à-dire que j'augmente pas le volume à certains moments, je le descends pas à certains moments. Et vous allez vous rendre compte que votre oreille, déjà, eh bien, elle perçoit pas toutes les fréquences de la même manière. Vous verrez par exemple qu'on est très sensible, on a l'impression que le son est très élevé autour de 5, 7, 8 kHz. On se dit, là, c'est très fort, c'est pas le cas. Enfin, l'amplitude est toujours la même. Et au contraire, dans les fréquences basses, on a souvent du mal à entendre. Alors écoutez bien. Voilà, donc je ne sais pas où est-ce que vous êtes arrêté dans votre spectre auditif, mais vous pouvez refaire la manip en faisant jouer la vidéo dans votre sens. Voilà, mais globalement, voilà à peu près ce qu'on est en droit d'entendre dans une oreille à peu près normale. Donc maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que quand on restitue de la musique, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle des haut-parleurs. Donc un haut-parleur, comment c'est fait? Vous voyez, c'est fait de la manière suivante, c'est-à-dire que donc là, vous voyez, le haut-parleur il joue tranquillement. Je vais augmenter peut-être un peu de son, donc ça vous aurez un peu de musique. Voilà. Et le son qu'il produit, en réalité, vient tout simplement de l'air qu'il va déplacer autour de lui. C'est-à-dire que le haut-parleur, il va créer une onde sonore, et l'onde sonore, c'est simplement un déplacement. Alors pour faire ce déplacement d'air, eh bien, attendez, je me suis planté, c'est pas grave. Voilà. On utilise un cône. Donc ce cône, il est... Maintenant, il est dans le plan de détail, il est en Kevlar. En Kevlar, c'est comme une espèce de fibre de verre. On peut avoir des haut-parleurs qui sont faits tout simplement en papier. Et ce grand cône là, eh bien, il a tendance à se déplacer. Et en se déplaçant, eh bien, il va donc produire cette onde sonore dans l'air. Et on peut se poser la question de savoir, mais comment est-ce qu'il fait pour se déplacer? Alors, pour se déplacer, eh bien, vous voyez, le cône ici, il est directement relié physiquement à une bobine ici présente. Cette bobine, c'est une bobine qui est enroulée autour d'un cylindre et au milieu de ce cylindre, on met un aimant. Et donc, lorsque l'on va faire passer du courant dans la bobine, donc là, vous voyez, vous avez le courant aller, le courant retour, le fil rouge et le fil noir. Là, il y a deux petits fils qui descendent jusqu'à la bobine. Et à ce niveau-là, eh bien, lorsque l'on va mettre une tension dans un sens, la bobine va monter. Et lorsqu'on va mettre une tension dans l'autre sens, la bobine va descendre. Si typiquement on met une sinusoïde, et bien la bobine elle monte et elle descend comme ça. Et donc le cône va monter et descendre de manière sinusoïdale et va donc faire un son qui est sinusoïdal, donc typiquement une note. D'accord? La seule chose, donc vous voyez, si on remet en action, ben voilà, les allers-retours à ce niveau-là agissent à ce niveau-là et à ce niveau-là et font donc faire des allers-retours à la bobine. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que
lorsqu'on restitue des sons, de la musique comme ça, eh bien, on doit restituer des très basses fréquences, des fréquences moyennes et des hautes fréquences. Et la physique veut que on peut difficilement faire un haut-parleur qui couvre toutes les bandes de fréquences, tout simplement parce que c'est mécanique. Effectivement, quand vous avez des basses fréquences, vous avez pu vous en rendre compte tout à l'heure, les basses fréquences, on les perçoit relativement mal. Donc on a plutôt intérêt à faire des haut-parleurs qui sont assez gros. D'accord? Et effectivement, ils font des haut-parleurs assez gros parce qu'il y a une grosse quantité d'air à bouger, puisque si vous voulez, le haut-parleur va se déplacer lentement. Au contraire, lorsqu'on a des fréquences qui sont un peu plus élevées, eh bien, on va avoir des haut-parleurs qui vont être un peu plus petits. Et quand ils sont très élevés, eh bien, on a des haut-parleurs qui sont plus petits. Donc, vous voyez, ça se manifeste de la manière suivante. Vous voyez une enceinte, alors tu prends une enceinte de concert. Une enceinte de salon, c'est peut-être moins criant, mais une enceinte de concert, c'est fait de la manière suivante. C'est une boîte en bois, dans laquelle on a fait 2 trous. Alors, les 2 trous, c'est vraiment des trous. Ça permet de faire passer l'air. De manière à ce que quand le haut-parleur, eh bien, il pousse d'un côté, eh bien, l'air puisse rentrer. Quand il pousse de l'autre, l'air puisse sortir. Et, donc, ces 2 gros haut-parleurs, ça s'appelle des woofers. Et les woofers, eh bien, sont dédiés aux sons qui sont très graves. Donc, c'est des sons qui vont à peu près de quelques hertz jusqu'à à peu près 300-400 hertz. Et puis, au-dessus de ça, eh bien, ces haut-parleurs-là, ils sont incapables de reproduire des sons plus élevés. Donc, on va utiliser, pour les sons médians, un haut-parleur qui s'appelle un médium. Ça porte bien son nom. Et les médiums, ils sont faits pour restituer à peu près de 300 hertz à 5 kHz. Et puis au-dessus encore, on a des tweeters. Alors les tweeters, aucun rapport avec Twitter, le réseau social. Hein. Vous voyez, ça s'écrit pas pareil. TW2TR. Et ces tweeters, c'est des haut-parleurs qui sont dédiés aux sons aigus, donc aux sons qui sont au-dessus de 5 kHz et qui peuvent monter quasiment jusqu'à 16-18 kHz. Alors, c'est très bien d'avoir une enceinte comme ça, mais la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour finalement amener au haut-parleur dédié au son grave, uniquement la musique grave, au haut-parleur dédié au son médium, uniquement la musique qui est au milieu, moyenne, d'accord, et au son aigu, au haut-parleur, au Twitter, typiquement, au haut-parleur pour les sons aigus, et bien la musique qui est dédiée, qui est plus aiguë. Donc vous voyez, ça se fait comme ça, c'est-à-dire que si, par exemple, je prends une musique, donc ici, j'ai pris le meilleur groupe des Beatles. Donc, vous voyez, on va écouter un petit morceau. J'espère que YouTube va pas me couper, c'est pour les droits d'auteur. Je suis coupé par YouTube. La musique qu'il fallait écouter ici, c'est Back in USSR. Super morceau. Si maintenant je dessine le spectre uniquement du petit morceau que vous venez d'écouter, le spectre, ça va être celui-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez toutes les fréquences qui ont été jouées par ce morceau-là. Alors avec un tableau d'accumulation, c'est-à-dire que là, vous avez une valeur moyenne en blanc, puis en gris, vous avez un petit peu les fréquences, comme il y a eu le morceau qui a duré un petit peu longtemps, il y a à peu près ce qui a été couvert. Ça, c'est pas important. Ce qu'on peut noter, c'est que on voit bien que la musique, elle commence globalement, vous voyez, à peu près d'une 60, allez, entre 40, et 60 Hertz, on commence à avoir déjà un signal qui augmente. Et ce signal, eh bien, il va perdurer jusqu'à peu près 16 kHz. Donc, on voit très bien que si on veut restituer ceci avec une enceinte comme ça, eh bien, on va être obligé de considérer 3 morceaux. Le morceau dédié pour les graves, le morceau pour les médiums, et le morceau pour les aigus. Et donc, il va falloir trouver un système qui permette de dire, ben voilà, pour les graves, je vais me concentrer sur la partie basse du spectre. Ça veut dire que si je reprends ce spectre-là, eh bien, je vais considérer que ce morceau-là, la partie basse. Et dans ce cas-là, je vais envoyer au gros parleur que cette musique-là. Donc, je sais pas si vous écoutez. D'accord. Je vous l'arrête. Voilà, pour les médiums, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais me concentrer uniquement sur la partie centrale, ce qui va me permettre d'envoyer que la partie centrale du spectre. Donc là, on va retrouver la majorité de l'information, c'est là où vous retrouvez aussi un petit peu.
petite remarque. Juste une petite remarque, c'est qu'on peut se rendre compte que cette partie-là, enfin le son qui est émis par les médiums, finalement, on dirait que c'est un son de mauvaise qualité. Typiquement, quelque chose qui a un truc qu'on pourrait écouter avec un baladeur MP3 et des oreillettes un peu pourries. C'est typiquement ça. C'est-à-dire que si vous avez des oreillettes ou un casque un peu pourri, il aura beaucoup de mal à retransmettre et les graves et les aigus. Parce que c'est les fréquences qui sont les plus compliquées à faire passer. Et donc, indirectement, eh bien, vous vous concentrez que sur la partie médium. Et puis, pour finir, on va avoir la partie aiguë, donc au-dessus de 5 kHz. Donc, dans ce cas-là, il va falloir appliquer la chose suivante. On appelle ça un filtre, hein, d'accord. Et donc, automatiquement, eh bien, le spectre va être la dernière partie, la partie bleue ici, et on entendra la chose suivante. Voilà, si j'arrive à trouver, voilà. Donc vous voyez, pour la partie aiguë ou la partie grave, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'informations perceptibles, mais pourtant, quand on les enlève de la partie médium, eh bien, ça manque. D'accord? Donc la question qu'on se pose ici maintenant, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut faire pour, à partir d'un morceau de musique comme ça, n'avoir que la partie basse, la partie moyenne ou la partie haute du spectre? Alors, quel est le système électronique qu'il faudrait insérer entre les deux pour avoir ça? Alors, le système électronique en question s'appelle un filtre. D'accord? Et ça porte assez bien son nom. Ici, on va parler de filtre passe-bas, pour laisse passer les basses fréquences. Ici, de filtre passe-bande, parce qu'on laisse passer une bande centrale. Et ici, de filtre passe-haut, parce qu'on va laisser passer que les hautes fréquences. D'accord? Donc, un filtre, ça se manifeste un petit peu de la manière suivante. C'est-à-dire que c'est un quadripôle d'ailleurs. D'accord? C'est-à-dire que vous allez avoir finalement un système qui va avoir ce qu'on appelle un gabarit, une caractéristique si vous préférez, et on va considérer deux grandeurs, la tension d'entrée et la tension de sortie. Alors effectivement, quand on parle de filtrage, eh bien, on travaille toujours en tension, on ne travaille pas en courant. D'accord? Donc ça, c'est important à considérer. Et donc dans ce cas-là, eh bien, la caractéristique de ce filtre-là, qui, à partir de cette entrée-là, va générer cette sortie-là, va être vue à travers ce qu'on appelle la fonction de transfert. Donc la fonction de transfert, c'est simplement une grandeur complexe, d'accord, qui va être le rapport de la tension de sortie complexe sur la tension d'entrée complexe. Voilà. Et donc, tout ça, eh bien, ça va nous amener à travailler sur la notion de fonction de transfert, de décibels, et puis après, diagramme de bruit. Voilà. Donc, je reprends mon cours maintenant, et à partir de ça, eh bien, on va pouvoir prendre les premières notes, donc que je vais vous dicter, comme on fait d'habitude. Donc, pour cela, vous notez, donc chapitre 4, études fréquentielles des systèmes linéaires. Grand 1, définition. Et petit 1, fonction de transfert. Et on va noter la chose suivante. De nombreux circuits électriques peuvent être représentés par des quadripôles. Une caractéristique importante d'un quadripôle est sa réponse en fréquence. J'ai essayé de vous amener la chose comme je pouvais, d'accord? J'espère que vous l'aurez compris. Point. Un circuit dont la réponse en fréquence n'est pas constante est un filtre. Point. En régime sinusoïdal, on la caractérise par sa fonction de transfert T de oméga, que j'ai noté ici, vous voyez, T de oméga, tel que T de oméga est égal à Vs de oméga sur Ve de oméga. Donc vous pouvez refaire ce petit schéma avec ici les deux grandeurs que sont la tension de sortie et la tension d'entrée complexe. D'accord? Et puis dessous, on notera la chose suivante. T de oméga est donc un nombre complexe dont le module et l'argument dépendent de la fréquence.
donc de la pulsation oméga. Et ce nombre complexe est entièrement défini par deux grandeurs, deux paramètres que vous connaissez, à savoir son module, donc le module de t ici, et son argument que j'ai noté ici, pi. Vous allez à la ligne et vous notez, une fois que vous avez pris cette partie-là, le module de la fonction de transfert est traditionnellement appelé le gain, G-A-I-N, tandis que l'argument est appelé le déphasage. Et enfin, en dernier lieu, quelque chose qui est important, c'est que dans ce chapitre, on va travailler uniquement sur des filtres passifs. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éléments actifs. Donc des filtres passifs, ce sont des filtres qui ne peuvent que consommer de l'énergie. Et donc ça indique une chose, c'est que comme on ne peut pas fabriquer d'énergie à partir de rien, eh bien, on va noter la chose suivante. Un filtre passif réel dissipe toujours de l'énergie et la puissance disponible à la sortie est toujours inférieure à la puissance appliquée à l'entrée. Alors, juste très rapidement pour planter le décor, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement faire un petit exemple, savoir comment est-ce qu'on calcule une fonction de transfert. Alors, je ne vous cacherai pas que le calcul d'une fonction de transfert, c'est un truc absolument à savoir faire. Vous avez quasiment 95 chances sur 100 d'en avoir un à l'examen. D'accord? Je vous prends pas en traître, je vous le dis, c'est cousu de fil blanc. Pardon. Donc, pour calculer une fonction de transfert, on va s'y prendre de la manière suivante. Tout d'abord, première étape, il faut savoir sur quoi on calcule la fonction de transfert. Donc ici, vous voyez, vous avez un filtre qui doit être a priori un filtre passe-bande, et ce filtre-là, il est donc composé de 4 éléments passifs, 2 résistances et 2 condensateurs. Excusez-moi. Donc, on note la chose suivante, vous mettez une boulette, vous mettez exemple, on se propose de calculer la fonction de transfert du circuit suivant, et vous pouvez redessiner le circuit en question. Donc, juste avant de noter ça, on peut noter la chose suivante. La fonction de transfert est égale à T complexe qui est égal à Vs sur VE. D'accord? À la ligne, on note, pour faciliter le calcul, on reprend le schéma sous la forme suivante, et c'est cette forme-là. En posant Z1 qui va être égal, donc cette impédance-là va être égale à R et C en série, et Z2, donc l'impédance Z2 va être égale à R et C en parallèle. Donc Z1 est égal à R J sur 1 fois 1 sur C oméga, et Z2 va être égal à, ce qu'il y a ici, c'est-à-dire R sur 1 plus JRC oméga. Ok? Donc, à partir de là, on peut noter la chose suivante, c'est que nous, ce qu'on cherche, je vous rappelle, c'est le rapport VS sur VE. Donc, on se rend compte ici qu'on a une structure diviseur de tension, puisque VE va alimenter Z1 et Z2, et qu'on vient prélever la tension aux bornes de Z2 exclusivement. Par conséquent, la formule diviseur de tension, c'est toujours la même, d'accord? VS va être égal à Z2 sur Z1 plus Z2 VE. On peut noter, alors si vous voulez noter, vous pouvez noter la chose suivante. Il est alors facile de reconnaître un montage diviseur de tension où Vs est égal à Z2 Z1 plus Z2 fois VE. Point. On en déduit donc la fonction de transfert T. Vous pouvez prendre ce qu'il y a d'encadré en rouge ici.
qui est égal à VS sur VE, qui est égal à Z2 sur Z1 plus Z2, qui est égal à cette affaire-là, ceci étant déduit des deux expressions ci-dessus. Donc vous voyez, calculer une fonction de transfert, ça passe quasiment tout le temps par la méthode du diviseur de tension d'ailleurs, et c'est pas très compliqué, et c'est souvent la première question de tout exercice sur les filtres. Donc maintenant, on va aborder un deuxième point, d'accord, et ce deuxième point, en réalité, il va faire appel à ce qu'on appelle le décibel. Donc, tout d'abord, vous allez noter, comme vous aviez mis grand 1, alors qu'on avait mis, on peut voir, regarde, parce que on avait mis grand 1 définition, petit 1 fonction de transfert, et bien là, vous mettez petit 2, notion de décibel. Alors, notion de décibel. Pourquoi déjà on parle de décibel? On parle de décibel parce que le décibel, c'est directement lié à une unité qui s'appelle le Bell, initialement. Et pourquoi Bell? Eh bien, tout simplement parce que ce monsieur s'appelle Alexander Graham Bell, et il a accessoirement inventé le téléphone. Alors, une exclusivité presque mondiale, vous voyez, j'ai réussi à retrouver sur un site la voix de Graham Bell, puisque Graham Bell, eh bien, c'est lui qui a été un des premiers à faire des systèmes d'enregistrement, et donc il avait enregistré sa voix. Donc voilà la parole qu'il va dire. Hear my voice, Alexander Graham Bell. Donc, écoutez bien. Voilà. Bon, imaginez que je fasse le cours en vidéo avec cette qualité-là. Hein, vous ne seriez pas prêt de pleurer. Ça, je le sais. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce monsieur? Parce que c'est un être assez atypique en réalité. Il a toujours été passionné, entre autres, par la surdité. Il était très attaché à ça. Sa mère et sa femme étaient sourdes. Et il était omnibulé par le fait de pouvoir faire parler les gens qui avaient été sourds. Il a même essayé, ça c'est une petite anecdote, il a même essayé de faire parler son chien en essayant de travailler sur ses cordes vocales. C'est vrai, je vous jure que c'est pas une blague. Alors maintenant, si on se rapproche du décibel. Alors le décibel, c'est un petit peu particulier et c'est pas une unité très classique. Pourquoi? Parce que c'est pas une unité au sens d'un kilo, d'un mètre, d'un litre. C'est pas une unité absolue. Le décibel, c'est une unité relative. C'est-à-dire que quand on parle de décibel, c'est toujours un niveau par rapport à un autre. C'est-à-dire qu'on va pas dire ça fait 30 décibels, on va plutôt dire ça fait plus 30 décibels. C'est-à-dire qu'on va avoir un niveau, on va rajouter 30 décibels et donc on va en déduire un autre niveau. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une échelle qui est logarithmique. Alors pourquoi c'est une échelle qui est logarithmique? Tout simplement parce que le décibel, ça a été avant tout inventé initialement pour les études physiologiques de l'acoustique, et en physiologie acoustique, eh bien, on se rend compte que notre oreille, elle entend de manière logarithmique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous écoutez un piano qui fait une musique, eh bien, si vous mettez maintenant deux pianos côte à côte, vous n'allez pas entendre 2 fois plus fort. Pour entendre 2 fois plus fort, il vous faudrait 10 pianos. Et pour entendre 3 fois plus fort, il vous faudrait 100 pianos. Et 1000 pianos pour 4 fois plus fort. D'accord? Donc vous voyez que c'est assez bizarre comme appréhension, mais c'est la réalité des choses. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que le décibel, eh bien, ça va être basé sur une échelle logarithmique. Et le deuxième point, c'est que c'est uniquement une mesure entre deux grandeurs. Donc pour cela, le décibel, on le définit de la manière suivante. Alors, on a deux cas de figure. On a soit les décibels lorsque l'on travaillait sur des niveaux en tension, soit sur des niveaux en puissance. Alors le cas de droite, en tension, d'accord, lorsque l'on est sur des niveaux en tension, d'accord, un gain en décibels, ça sera tout simplement le rapport de la sortie sur l'entrée, et ce rapport-là, on en prend le log à base 10, et on multiplie par 20. Donc cette formule, il faut la savoir. Il n'y a pas à tortiller, c'est une formule qui doit rentrer dans votre tête, et puis après, elle y reste. Il faut savoir que les décibels, on les trouve partout en physique. Ici, on en parle en électricité, vous pouvez en trouver en mécanique, en optique, enfin, il y en a vraiment partout. Et puis, si on parle de décibels, donc le gain ici, ça exprimé en décibels, mais on voit bien qu'en réalité, c'est un rapport entre deux grandeurs. Si maintenant, on travaille sur un rapport entre deux puissances,
D'accord? On peut aussi calculer un gain en décibels. La différence ici, c'est que on n'aura plus 20 log de 10, mais on aura 10 log de 10 et le rapport P1 sur P2. Dans le deuxième cas de figure, l'unité ne sera plus le décibel, mais ce qu'on appelle le décibel watt, dBW. Donc tout ça pour dire que si par exemple, vous avez une puissance qui est 2 fois plus grande, d'accord? C'est-à-dire que 2 fois plus grande, ça veut dire que P1 est 2 fois plus grand que P0. Donc on peut dire qu'on a 2 P0 sur P0, donc on a 2 ici. Eh bien, on aura un gain en décibels qui sera de plus 3 dB. D'accord? On se rend compte que si on a un gain qui est 10 fois plus grand, ça sera plus 10 dB. Mais attention, si c'est 100 fois plus grand, ça sera seulement plus 20 dB. 1000 fois plus grand, plus 30 dB et ainsi de suite. D'accord? Donc, une perception 2 fois plus grande, est égale à une puissance 10 fois plus grande. D'accord? Il vous faut, si vous voulez, la puissance sonore qui arrive à vos oreilles doit être 10 fois plus élevée pour que vous ayez l'impression d'écouter 2 fois plus fort. C'est l'effet logarithmique de l'échelle. Et donc, juste pour finir, je vous donne, à titre culturel, un petit peu l'échelle du bruit de nos, qui peut nous toucher dans notre quotidien. Donc, vous voyez, cette référence, elle est toujours faite par rapport au 0 dB. Le 0 dB, c'est le seuil d'audibilité. C'est-à-dire, au-dessous duquel on n'entend rien du tout. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va passer de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, eh bien, en réalité, en termes de puissance, on va faire une multiplication par 10. Et oui, on est logarithmique, n'oubliez pas. Donc on va faire une multiplication par 10, donc ça se comprend assez bien. Vous voyez, par exemple, une conversation normale est à 50 dB. Si vous commencez à crier un petit peu, c'est 60 dB, donc c'est 10 fois plus élevé. Mais là où ça peut être vraiment parlant, par exemple, c'est regarder une cantine. Vous voyez, une cantine avec des enfants, d'accord, c'est 80 dB. C'est-à-dire, tous les gamins parlent ensemble. Un marteau-piqueur, c'est 100 dB. Ça veut dire qu'entre une cantine et un marteau-piqueur, vous allez dire, il n'y a que 20 dB d'écart. Oui, mais la puissance sonore, elle est 100 fois plus élevée. C'est ce que ça veut dire. Donc, imaginez aussi que des concerts de musique qui sont vraiment costauds, je prends l'exemple du concert d'ACDC, qui était des grands classiques. Vous savez que le pauvre Angus Young, celui où je vous ai mis une petite vidéo, il est en train de perdre l'audition complète, et son médecin lui a dit, maintenant il faut arrêter. Si t'arrêtes pas des concerts, tu viendras sourd. Il faut savoir que dans l'oreille, en réalité, la perception, elle est faite par des tout petits cils auditifs qui se déplacent, d'accord? Et ces cils, eh bien, ils sont pas d'une solidité déconcertante. Et quand le son est trop fort, des fois les cils ils peuvent tomber ou s'arracher. Et là, vous perdez l'audition. Et il n'y a rien à faire. Regardez juste. Il y a beaucoup de concerts qui peuvent arriver à 120 voire 130 dB. Ça veut donc dire que par rapport à une conversation forte, c'est 60 dB au-dessus. 60 dB au-dessus, ça veut dire que c'est 1 million de fois plus fort. D'accord? C'est un 1 avec 6 zéros derrière. Donc vous imaginez la différence de puissance qu'il peut y avoir. Voilà, donc maintenant que j'ai fait mon père la terreur sur l'audition, eh bien, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, et puis on va faire quelques notations. Donc vous avez noté, on est toujours dans la partie grand 1 définition, petit 2 notion de décibels, ce que je vous ai demandé de noter tout à l'heure. On va noter la chose suivante. Donc, je reprends mes notes que j'ai à l'écran aujourd'hui. Et on note. En acoustique physiologique, on constate que la sensation est proportionnelle au logarithme de la pression acoustique. Point. Ceci a donc conduit à la définition d'une échelle logarithmique pour la mesure des gains. Point. Les gains en décibels sont donc définis de la manière suivante. Le point, premier tiret. Donc là, vous l'avez ici sur le transparent. Le gain en tension, qu'on va noter GV, oméga, et un petit dB ici,
va être égal à 20 log de Vs sur Ve, donc tension de sortie sur tension d'entrée, et va être égal à 20 log du module de la fonction de transfert. On notera que, bien que le module de la fonction de transfert soit sans dimension, effectivement, c'est un rapport entre deux tensions. C'est des volts divisés par des volts, d'accord? On utilise le mot décibel pour dire que l'on a réalisé le changement d'échelle en 20 log. Le gain GV sera donc exprimé en décibels, noté dB. Deuxième tiret, le gain en puissance, d'accord? Donc là, j'ai noté P, on aurait pu noter grand G petit p de oméga est égal à 10 log de la puissance. On peut noter la chose suivante, d'accord? C'est qu'on utilise aussi le décibel pour exprimer des puissances. Et dans ce cas, l'unité utilisée est le décibel watt, noté dBW. Donc on va maintenant passer toujours dans décibels, vous allez mettre petit a et je vais vous donner les deux grands intérêts qu'il y a à utiliser le décibel en électronique et particulièrement dans le cas du filtre. D'accord? Parce que pour l'instant, je vous ai dit, bon, ok, le décibel, c'est une échelle logarithmique, mais pourquoi est-ce que c'est si intéressant que ça, finalement? Alors, on va noter la chose suivante. Il y a deux intérêts majeurs à l'utilisation du décibel. Deux points. Premier tiret. Les gains en tension sont souvent très petits. Les gains en tension sont souvent très petits. Et l'utilisation du décibel permet d'étaler les amplitudes de faible valeur. Ainsi, on a le tableau suivant. Et vous pouvez donc noter le tableau suivant. Alors, les commentaires qu'il y a à faire sur ce tableau sont les suivants. On remarquera que la première colonne, c'est la valeur du gain normal. La dernière ligne, pas la première colonne, la première ligne, pardon. La dernière ligne, c'est la valeur du gain exprimée en décibels. D'accord? Et on se rend compte que, finalement, si par exemple on a un gain de 10 moins 3, ça veut dire que ça va correspondre à moins 60 décibels. Si on a un gain de 10 puissance 2, c'est plus 40 décibels. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que quand le gain est positif, ça veut dire que la tension de sortie est plus grande que la tension d'entrée. On amplifie. D'accord? Et quand le gain est négatif, en décibels je parle, hein, d'accord? Eh bien, ça veut simplement dire que la tension de sortie est inférieure à la tension d'entrée. Et enfin, lorsque l'on va avoir un gain nul, donc 0 décibels, ça ne veut pas dire qu'on n'a rien du tout comme valeur. Ça veut simplement dire que tension de sortie égale tension d'entrée. D'accord? Voilà, donc ça c'est un parallèle qu'il est important de noter. Alors vous voyez, il y a ici une valeur remarquable, qui est le 1 sur racine de 2 qui correspond à moins 3. Pourquoi 1 sur racine de 2? Parce qu'on verra juste après que ce 1 sur racine de 2 correspond finalement à ce qu'on appelle la fréquence de coupure. On reviendra dessus après. Donc ça, c'était le premier tiret qui correspondait au premier intérêt de l'utilisation du décibel. Donc, il y a un deuxième tiret à mettre, qui est le suivant. On peut noter que dans certains cas de figure, alors attendez, avant de noter, on peut noter donc dans certains cas de figure, les filtres, on peut les cascader, on peut les mettre les uns à la suite des autres. Et lorsque l'on va avoir donc différents filtres, dont on connaît le gain en décibels pour chacun des filtres, eh bien, on peut en déduire que finalement, le gain global, c'est simplement la somme des différents gains, puisque le log de A fois B, c'est égal au log de A plus log de B. Ça veut donc dire que si on fait le log des gains, produit des gains, eh bien, c'est tout simplement la somme log de chacun des gains. On note la chose suivante. Lorsque l'on cascade des filtres, les gains des différents étages se multiplient.
Point. En exprimant les gains en décibels, le gain total revient à une simple somme qu'il est plus facile de manier lors des tracés graphiques. Alors, comme vous aviez mis maintenant petit a les intérêts d'utiliser le décibel, eh bien, oula, ça prend des initiatives tout seul là. On va mettre petit b, valeur remarquable. Donc, il n'y a pas grand chose à dire, d'accord, mais on peut noter la chose suivante, c'est que si on a un gain G en puissance qui est égal à 2, déjà, eh bien, ce gain G en puissance va correspondre en décibels à plus 3 dB. Watts. On est en puissance. De la même manière, si on a un gain en puissance qui est égal à 4, alors le gain en décibels sera égal à plus 6 dB. D'accord? Mais par contre, si on a un gain qui est de 1,5, donc là, on a moins à l'entrée, en sortie qu'en entrée, eh bien, on aura un gain qui va être de moins 3 dB. Ok. Donc, on peut noter la chose suivante. La multiplication du gain en puissance, la multiplication du gain en puissance par 2 correspond à une augmentation de plus 3 dB. Virgule. Tandis que la division du gain en puissance par 2 correspond à une diminution de moins 3 dB. Point. La ligne. Pour les tensions, une multiplication du gain par 2 correspondra à une augmentation de plus 6 dB. Puisqu'on n'a pas 10 log, mais on a 20 log. D'accord? Donc on est 2 fois plus. Donc, on va clôturer cette première section et aussi la vidéo par une dernière partie, qui s'appelle la fréquence de coupure et la bande passante. Donc, toujours dans le grand 1 définition, vous notez petit 3, fréquence de coupure et bande passante. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une fréquence de coupure? En réalité, on se rend compte que dans la plupart des cas, eh bien, on va avoir ce qu'on appelle le gabarit d'un filtre. Donc, vous voyez, il y a un exemple ici, par exemple, vous voyez, ça, c'est un filtre passe-bande. Donc, on va avoir le gabarit d'un filtre qui va laisser passer le signal uniquement sur une bande de fréquence donnée. Et puis, avant cette bande de fréquence, il n'y a rien qui passe. Et après cette bande de fréquence, il n'y a rien qui passe. Toutefois, la question que vous pourrez se poser, c'est comment spécifier le fait que la fréquence de début soit ici et la fréquence de fin soit ici. Alors, pour cela, il y a une convention qui consiste à considérer la valeur maximale divisée par racine de 2. D'accord? Ce qui doit vous rappeler quelque chose, c'est tout simplement la différence entre la valeur max et la valeur efficace. Mais ça vient pas de là, mais c'est à peu près le même parallèle. Et donc, vous voyez, si on considère donc la valeur max divisée par racine de 2, si on regarde ce que ça donne en décibels, eh bien, il suffit de faire 20 log de 1 sur racine de 2, c'est moins 3 dB. Ça veut donc dire que lorsque ici vous avez une échelle qui est graduée en décibels, si vous avez la valeur max, vous enlevez 3 décibels et vous avez tout de suite les fréquences de coupure. D'accord? Donc on note la chose suivante. On notera que le gain est une fonction de la fréquence. Ça, on l'a déjà dit. Point. Pour cela, on définit la fréquence de coupure comme étant la fréquence pour laquelle le gain est égal au gain maximum moins 3 dB. Point. On parle alors de fréquence de coupure à moins 3 dB.
cette fréquence de coupure correspond à la fréquence à laquelle le gain maximum du quadripôle est divisé par racine de 2. Voilà. En effet, et là vous pouvez noter la chose suivante, 20 log de 1 sur racine de 2 est égal à moins 3 dB. Donc, on va noter une autre chose maintenant qui s'appelle la bande passante et qui est directement reliée à la fréquence de coupure. D'accord? Dans la plupart des systèmes linéaires, eh bien, on va avoir, si vous voulez, le système, enfin, le filtre qui va laisser passer, le signal sur une bande de fréquence donnée. Cette bande de fréquence qui laisse où le signal passe s'appelle tout simplement la bande passante. D'accord? Et donc la bande passante, elle est définie, si vous voulez, comme la différence entre deux fréquences, une fréquence haute et une fréquence basse. D'accord? Donc ce delta F, c'est à peu près ça. Donc typiquement, quand on a un système qui donne une bande passante, je vais dire n'importe quoi, mais de 3 kHz, ça veut donc dire qu'entre le haut et le bas, il y a 3 kHz. D'accord? Donc on note la chose suivante, on appelle bande passante d'un système linéaire la différence entre les fréquences de coupure basse et haute, telles que delta F est égal à FH moins FB. Et vous pouvez prendre ce petit schéma ici présent. Au-dessous du schéma, on notera la chose suivante. Si rien n'est précisé, il est classique de considérer la bande passante à partir du gain en tension avec des fréquences de coupure à 3 dB. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour étudier ce qu'on appelle les diagrammes de Bode.